Ce numéro spécial, il est consacré donc à Coralie Desnoux, qui est la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres et qui, lors d'une émission Dimanche en politique sur France 3 en région Poitou-Charentes, a eu l'occasion de s'exprimer pendant plus de 5 minutes sur une thématique qui nous est chère, qui est la thématique de l'eau, et où elle a abordé notamment la question des méga-bassines et du stockage de l'eau de manière générale. Et donc elle a dit tout un tas d'énormités plutôt que de faire de longs tracts et pour débunker tout ça, on propose un petit exercice comme on l'avait déjà fait avec Marc Fesneau à l'époque, où on était venu comme ça débunker en reprenant séquence par séquence et en venant décrypter les éléments de langage et les énormités qui sont dites à ces occasions-là, quoi. Remettre un petit peu les barres sur les T, les points sur les I. Voilà, donc ça va être un petit exercice de regard croisé entre les propos de Coralie Desnoux et ce que ça a pu nous inspirer de commentaires qu'on a envie de vous partager. Autre sujet très concernant pour votre territoire, l'eau et l'agriculture. Un mot d'abord du rapport que vous avez écrit pour l'Association Département de France au sujet du stockage de l'eau. On va peut-être voir la couverture de ce rapport. La proposition numéro 9 s'intitule « Renforcer les investissements dans les outils de recherche et les instruments de mesure des données dédiés au stockage artificiel ». Il faut comprendre par là tout ce qu'on appelle les méga-bassines et les réserves de substitution notamment, sujet ô combien polémique dans votre département. Quelle est votre conviction intime au sujet de ces méga-bassines ? Alors déjà un petit break sur ce rapport, remettre les éléments de contexte. C'est un rapport qui a été commandé par l'Association Département de France et où l'an dernier Coralie Desnoux a été missionnée avec un autre conseiller départemental de Bretagne pour faire un tour de France des situations de stockage, notamment par rapport au stockage agricole. Et ce dossier est sorti, ce rapport est sorti et Coralie Desnoux, il y a eu tout un épisode médiatique où Coralie Desnoux s'est enorgueillie du fait que c'est un véritable plaidoyer pour les méga-bassines. Et elle s'est fait rentrer dedans, y compris par des gens de son camp, y compris par le président Sauvadet, qui est un président LR de cette Assemblée des départements, qui a tout de suite redit qu'en fait, ce n'était pas la commande et que ce n'était pas l'avis qui était partagé dans le rapport, qu'en fait, les méga-bassines pouvaient être une solution à généraliser. Et j'invite les gens à aller revoir tous ces épisodes-là. Ça illustre bien à quel point, de base, on a affaire à une personne qui est malhonnête dans ses propos, malhonnête dans les interprétations. Et d'ailleurs, la journaliste, elle ne questionne pas sur le rapport, elle questionne sur son intime conviction sur les bassines. C'est bien dommage parce que rien que sur le rapport et tout ce qui s'est passé derrière, il y avait de quoi la coincer assez sérieusement. Alors, je parle de retenue de substitution parce que c'est le terme en effet technique. Écoutez, on voit les températures extérieures. Bon, premier bing clash sur le vocabulaire. Coralie Desnoux, elle parle de retenue de substitution. Alors vous savez que nous, notre collectif, on parle de méga-bassines pour dire que c'est une grande surface équivalent à une bassine toute plastifiée qui sert à stocker de l'eau par pompage pour l'agriculture. Et même dans le scientifique ou technique, elle se plante puisque le terme officiel, en fait, c'est réserve de substitution. Utiliser le terme de retenue, c'est galvaudé, c'est mensonger. Quand on parle d'une retenue, c'est comme ici à ce barrage de la Touche-Poupart, c'est quand on retient l'eau par gravité, l'eau qui s'écoule d'une rivière ou d'un vallon. Donc les réserves de substitution, c'est pas ça, c'est déconnecté du milieu, c'est sur les points généralement hauts, et donc ça n'est rempli que par pompage. Donc on ne peut pas parler de retenue. Et ensuite sur la notion de substitution, on aura peut-être l'occasion d'en reparler par la suite et de le détailler, mais il y a également une arnaque à la substitution, parce que la substitution, c'est-à-dire le mètre cube qu'on prenait l'été, on le prendra en hiver, et du coup ça soulagera. Et la réalité, tous les projets de réserve de substitution, partout où ils sont, augmentent considérablement l'eau consacrée, les volumes d'eau consacrés à l'agriculture intensive, qu'elle soit captée en été ou en hiver. Mais ça, on pourra y revenir plus profondément. Nous, dans les Deux-Sèvres, c'est 100 millions de mètres cubes qui sont passés dans la Sèvre cet hiver. Si, pour remplir les 16 retenues de substitution, il faut 6 millions. Je vous laisse faire la conclusion. J'adore, je vous laisse faire sa conclusion. Bon, il faudra vérifier les 100 millions qui sont passés à la Sèvre cet hiver. Ça signifie qu'il y aurait eu un débit continu de 10 mètres cubes pendant 3 mois. C'est peut-être ça, c'est peut-être l'ordre de grandeur. Sa conclusion, moi, elle me pétrifie. Parce que si ça veut dire que de base, on est capable de prélever 6% de toute l'eau disponible pour cet usage unique et pour cet unique endroit du territoire qui alimente la Sèvre niortaise, c'est déjà un rapt et un kidnapping intolérable. 6%, c'est énorme, hein. C'est une bonne part du camembert. Et il semblerait que Coralie Desnoux ignore
que dans le bassin qui alimente la Sèvre niortaise, il y a également la vallée de l'Autise et la vallée de la Vendée, qui représentent à elles seules 20 mégabassines. Et là encore, c'est, il faudra revoir, mais c'est plus de 10 millions de mètres cubes qui sont stockés et privatisés à cet endroit-là. Et puis il y a également les bassines du Mignon, de la ZAD des Roches, où là encore, c'est plusieurs millions de mètres cubes qui sont captés. Donc déjà, en mettant bout à bout si chacun réserve pour soi, en fait, avec des solutions comme ça, il se peut qu'à la fin, il n'y ait plus du tout d'eau qui arrive à la mer. C'est vraiment la stratégie du moi d'abord et après moi le désert, quoi. Et ainsi évoquer l'impact sur les milieux, ça c'est une réalité aussi ou c'est Alors, pas une préoccupation que vous avez? non, c'est que je pense que la conséquence, elle n'a pas d'impact sur les milieux. Je relève, la conséquence, elle n'a pas d'impact. Les esthètes apprécieront, ça c'est de l'argumentaire. Et après sur le fond, nier que remplir des bassines, y compris en hiver, puisse avoir un impact sur le milieu le plus proche, sur la nappe phréatique qui est pillée ainsi, c'est mensonger, en plus elle le sait très bien. Il y a déjà sur des secteurs autour de la Boutonne, où dès les premières bassines qui ont été construites, quand la pompe se mettait en route en hiver, alors que l'eau devait être haute, il y avait des assécs hivernaux liés au pompage. Donc balayer d'un revers de main comme ça l'absence d'impact sur des méga bassines, pour moi ça la disqualifie d'office, quoi. Il y a plein de choses qui sont, on ne va pas développer ici, mais l'impact, notamment quand on cumule toutes ces infrastructures en amont des bassins versants, il faut vraiment voir l'impact que ça a sur la zone la plus basse, il faut voir l'impact global que ça a sur le marais Poitevin, par exemple. Et donc là, c'est vraiment voir le truc par le petit bout de la lorgnette. Moi, le petit bout de territoire où il y a des méga-bassines qui me concernent, quoi. Alors, peut-être rappeler quand même le principe des retenues de substitution. Vous avez raison, parce que nous, on en parle quasi tous les jours, mais les retenues de substitution, elles sont remplies en période hivernale par les eaux de surplus. Recontextualisons encore une fois, sur le sud du département, nous n'avons pas de nappe phréatique. Ces grandes bassines qu'on voit parfois dessinées, nous n'en avons pas. Bon, pardon. C'est énorme, c'est énorme. Et je parlais de disqualification. Je crois que Coralie Desnoux ne sait même pas ce qu'est une nappe phréatique, la définition d'une nappe phréatique. Et pour les qualifier de grandes bassines qu'on a dessinées en dessous, enfin, c'est lunaire. Et ça dénote d'une méconnaissance crasse de son territoire. Coralie Desnoux, elle est de la Gâtine, elle n'est pas du sud de Sèvres. Et elle semble ignorer que tout le sud de Sèvres sont des sols calcaires, sont des sols perméables, et qui justement vont emmagasiner sous forme de nappes phréatiques, donc d'eau retenue dans des roches poreuses, quantité d'eau. Elle confond avec le nord des Deux-Sèvres où le socle est granitique et où en effet il n'y a pas ce phénomène de nappe phréatique comme on peut le voir en sol calcaire. Donc elle fait juste une énorme confusion et je reprécise ici que Coralie Desnoux est présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres. C'est parfaitement hallucinant. Et quant à ce qu'elle développe sur les aspects de l'eau en surplus, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Ça, c'est la définition aussi de Boudot, l'eau en trop, l'eau qui dégorge des nappes. Mais en fait, qu'une nappe, elle déborde, c'est le bon fonctionnement d'une nappe. Et qu'est-ce qu'on appelle de l'eau qui arrive du sol parce que la nappe est pleine? Ça s'appelle une source. De considérer qu'une source, c'est de l'eau perdue, parce qu'en effet, une partie de cette eau arriverait jusqu'à la mer. Mais quelle vision du cycle de l'eau? Ne pas considérer que le milieu aquatique marin ait besoin d'eau douce pour son équilibre, que les zones d'estuaire n'aient pas besoin d'une eau de qualité en quantité et plutôt qui arrive régulièrement que par gros afflux ou quand on veut se débarrasser de toutes les eaux de drainage des bassins versants et qu'on ouvre au grand les barrages, ou à l'inverse que cette baie de l'Aiguillon par exemple soit mise au régime sec tout l'été, qu'il n'y ait plus du tout d'eau et que ça perturbe complètement l'écosystème. Enfin, quelle vision peut bien avoir Coralie Desnoux du grand cycle de l'eau pour considérer que de l'eau qui viendrait à la mer soit de l'eau excédentaire. Signifier dans ce cas-là que de l'eau coule dans une rivière, c'est de l'eau excédentaire? Enfin, ça ne veut rien dire, quoi. Ça veut dire que l'eau qui passe, elle ne s'accumule pas dans nos terres et elle passe et elle va donc directement à la mer. Alors là, elle aborde un truc intéressant quand même. C'est qu'en effet, avec tout ce qui est artificialisation de nos sols, que
ce soit en milieu urbain où on bétonise à fond, ou que ce soit en milieu agricole où on va tasser et compacter les sols et enlever toute matière organique, en effet, aujourd'hui, quand il pleut, l'eau va aller beaucoup plus vite des bassins versants ou des sources à la mer parce qu'on a un compactage et qu'on a une étanchéification des sols. Donc une vraie mesure durable, si on veut reconstituer des stocks d'eau disponibles dans les sous-sols, ça passe par le fait de restructurer les paysages et restructurer les sols, de rapporter la matière organique, de remettre des haies là où il faut mettre des haies, de laisser de la forêt autour des captages d'eau potable, etc. Donc en fait, le but, c'est de la capter l'hiver au moment où elle passe pour être réutilisée l'été, plutôt que d'aller justement pomper dans le milieu l'été. Et donc c'est ça en fait, c'est au contraire, on va améliorer les milieux parce que l'utilisation qu'on ne fera pas de l'eau en période estivale, eh bien, permettra justement d'améliorer les milieux. C'est ce moment où elle passe. Là encore, ça entretient la confusion que ce serait de l'eau qui court dans une rivière, de l'eau de la crue qui remplirait les bassines. On le dit, on le redit, et il semblerait que Coralie Desnoux l'ignore. L'essentiel des bassines sont remplis par pompage dans la nappe phréatique. Et c'est ça qui en fait une solution complètement débile, c'est que justement l'eau qui est dans la nappe phréatique, c'est l'eau qui est stockée sur place. C'est l'eau qui justement ne va pas courir très rapidement jusqu'à l'océan, mais va mettre du temps comme ça à trouver le chemin le plus bas vers l'exutoire. Donc c'est en ça où les bassines, c'est une maladaptation. Ça poursuit un objectif, c'est de capter une ressource qui est commune à tous, pour la privatiser, pour l'usage de quelques-uns. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut plus de maraîchers localement, si on veut plus d'agriculteurs, si on veut que des immenses fermes qui font de la culture sèche. Et donc c'est bien ce qu'on dénonce. Il y a très très peu de maraîchers qui sont connectés aux bassines. Les camarades qui ont pu demander à être connectés se sont tous fait rembarrer. Et à quelques exceptions près, en fait, les bassines ne sont pas pour les maraîchers. Les bassines ne sont pas pour des productions qui auraient vocation à être consommées localement. Elles sont justement à destination et contribuent et participent de ces méga-fermes, du tri par le vide et du fait qu'il va y avoir tout un écrémage aujourd'hui de tout un tas de fermes qui sont entrées dans les bassines et qui ne vont pas pouvoir les payer et qui vont tomber en ruine, et de groupes et de grosses fermes, notamment céréalières, telle la ferme à Bourré, ses 1500 hectares, qui vont manger tout cru ces fermes-là. Donc on le dit, on le redit, les bassines sont le terreau de l'agro-industrie et des méga-fermes gérées par l'agro-industrie ou l'agroalimentaire. On peut vouloir ça sur un territoire. En Deux-Sèvres, c'est pas ce qui a été choisi en 2018. On rappelle il y a l'irrigation, mais il y a aussi l'eau potable qui est un fort enjeu pour la population. Il y a plusieurs ouvrages hydrauliques dans le département. On va peut-être citer le barrage de la Touche-Poupard qui a fêté ses 30 ans. Est-ce que le département des Deux-Sèvres doit continuer à investir, ou est-ce qu'aujourd'hui les infrastructures sont suffisantes? Nous allons investir. Bienvenue au lac de la Touche-Poupard. Avec cet épisode, on a décidé de le faire à cet endroit-là précisément parce que voilà, la Touche-Poupard, c'est un des deux équipements gérés par le conseil départemental avec le lac du Cébron, et qui représente un enjeu en effet clé sur la question de l'eau potable et l'alimentation, notamment de bassins de vie comme le bassin niortais, qui vont être en partie tributaires de cette eau qui est stockée là. Et en fait, ce lac, il a fait l'objet d'une lutte à l'époque, il y a 30 ans. Il y a des camarades comme Jean-Jacques Guillet qui déjà à l'époque se battaient contre ce type d'ouvrage, notamment parce que le projet initial, il avait surtout vocation à asseoir des projets agricoles et d'irrigation. Sur cet aspect-là, sur le partage de l'eau de ce lac de la Touche-Poupard, donc qui a 30 ans aujourd'hui, l'accord historique, c'était sur un partage de l'eau, un tiers, un tiers, un tiers, un tiers eau potable, un tiers irrigation, un tiers pour le soutien à l'étiage. Si on en croit le site du CERTAD, les règles de partage de l'eau ont été modifiées sur un volume près de 14 millions de mètres cubes. Donc c'est l'équivalent de 2 projets de méga-bassines, de 16 méga-bassines. 7 millions seraient à destination de l'eau potable, 4 à 5 millions à destination du soutien de l'étiage et du cours de la Sèvre niortaise, et 2 à 3 millions à destination de l'irrigation. Si on entend bien les propos de Desnoux, elle est en train de remettre en cause qu'il y ait le moindre volume de cette eau-là qui soit destinée à l'irrigation. On y croit peu. On y croit peu parce que justement, il y a des engagements réciproques, des contrats, des historicités, et qu'aujourd'hui, il y a
assurément tout un tas d'irrigants en contrebas qui viennent piocher dans la Sèvre niortaise, parce que c'est ça, hein, on dit soutien à l'étiage, mais c'est pas le truchement de la Sèvre. Donc quand on avait fait la descente de Sèvre il y a 3 ans de ça, on avait pu constater que régulièrement, sur le secteur d'Échiré notamment, il y avait régulièrement des méga-pompes qui venaient directement dans la Sèvre, alors que manifestement, on constatait que la Sèvre n'était pas en bonne santé, qu'il y avait déjà un débit qui était très limité, qu'il y avait déjà des poissons en train de crever, etc., quoi. Ça fait dire également quand Desnoux laisse entendre que les bassines n'ont pas d'impact et qu'elle ne soit pas scientifique et qu'elle ne soit pas une spécialiste du cycle de l'eau, on peut lui pardonner. Par contre, elle a été largement alertée de ce qui aujourd'hui dysfonctionne. Par exemple, prétendre que les bassines n'ont pas d'impact, c'est nier le fait qu'en fait les codes d'alerte qui vont faire que la bassine elle peut se remplir ou pas, que les pompes elles tournent ou pas, en fait elles ne sont pas compatibles avec la sauvegarde de la rivière qui se situe en contrebas. Par exemple, sur la situation très concrète de la bassine de Mosée, eh ben, on peut pomper jusqu'à ce que la cote à Champ-Rennais soit 11,4. Sauf que quand c'est à 11,4, ben, la rivière elle est à sec. Si on voulait être sûr que le pompage n'empêche pas la rivière de couler, il faudrait que la cote d'alerte elle soit 1 mètre au-dessus. En fait, si vraiment les bassines avaient été imaginées par des gens honnêtes, vraiment soucieux, etc., ben, il y aurait eu des garde-fous qui auraient été mis en place, par exemple avoir des codes d'alerte qui soient vraiment compatibles avec les sauvegardes des milieux. Et en fait, le projet n'aurait pas abouti, parce que là, concrètement, si on avait ces codes d'alerte-là qui sont favorables au milieu, ben, les bassines ne pourraient pas être remplies cette année sur 10. En fait, le remplissage des bassines, il ne se fait qu'au détriment du milieu, et avant tout au détriment du milieu naturel et de la nappe phréatique, qui est, comme le dit Coralie Desnoux, la ressource commune pour l'irrigation et pour l'eau potable. Le mètre cube qu'on va passer d'un forage où il y a une eau de qualité, où il n'y a pas beaucoup de nitrate, qui va passer sur un maïs, sera un mètre cube qui ne pourra pas être distribué dans la ville de Niort. Donc elle fait bien de connecter les deux. Elles sont évidemment hyper interdépendantes. Et là, on va redire des grandes vérités. Là-dessus, on va renvoyer vers le documentaire de Hugo Clément, son dernier numéro sur le maïs, et qui vient vraiment poser des constats avec des chiffres sourcés, etc. 25% de toute la consommation de toute l'eau en France, c'est pour arroser le maïs. La moitié de l'eau consommée en France, c'est pour l'agriculture. Donc imaginez qu'une solution viable pour avoir des bassins versants qu'on puisse soigner, etc., sans passer en profondeur par la remise en cause de l'implantation du maïs sur ce territoire, c'est évidemment aller à l'échec assuré. Et je le dis et je le redis, les bassines, c'est des bassines, essentiellement des bassines à maïs. Et quand on regarde les bassines du sud Vendée, tant chéries par Coralie Desnoux, ben, qu'est-ce qu'on regarde tout autour des bassines de Vendée, irriguées par l'eau des bassines de Vendée? Le maïs majoritairement. Et où est le territoire où la bio a le plus de mal à s'installer? Ben, c'est sur les territoires bassinés, paradoxalement. Contrairement à ce que peut dire Desnoux et ses alliés politiques, les bassines, elles ne favorisent en rien la mise en place d'un modèle vertueux, familial, qui assure des revenus aux paysans. Là aussi, anticipation et responsabilité. Je pense qu'il serait inconscient de ne pas prendre en compte l'évolution climatique. Ah ouais. On la connaît, on Ouais. sait que ça va être beaucoup plus compliqué, des périodes de pluviométrie plus intenses, plus concentrées, et puis des périodes de sécheresse. On a déjà des arrêtés de restriction en Deux-Sèvres. Nous, moi, je vais vous dire, les 2 barrages, ils seront en priorité pour l'eau potable. Et ça me fait mal au cœur, hein, parce que je pense à tous ces agriculteurs qui, autour, ont ensemencé, font de la production, font vivre le territoire. Mais c'est l'eau Donc, potable, le nouvel la investissement, priorité. il sera pour l'irrigation. Ouais, donc là c'est une séquence assez clé parce qu'en effet, elle dit que l'eau d'ici, elle sera priorisée sur l'eau potable. Je demande très sérieusement à voir, j'y crois pas. Aujourd'hui, il y a déjà une partie de cette eau qui part de la touche Poupart et qui va remplir les objectifs de volume distribués en aval de la Sèvre niortaise. Le département ne va pas prendre la décision de dire qu'aujourd'hui, la touche Poupart n'aurait plus qu'une vocation à gérer l'eau potable. Et tout de suite, elle le met en regard avec l'eau qui ne serait pas distribuée aux irrigants tout autour qui ensemencent, etc. C'est ces mêmes agriculteurs dont je parlais tout à l'heure qui, on n'a pas su les accompagner à un modèle vertueux compatible avec la préservation d'une ressource en eau. Et en plus, elle laisse entendre ici que, en fait, tous les agriculteurs du territoire seraient irrigants, ce qui est un mensonge éhonté. C'est 6% de la SAU qui sont irrigués. Ça signifie qu'il y a encore tout un tas de paysans qui arrivent à tirer leurs revenus et à faire leur activité de choix de semences, de rotation, de plans de culture adaptés au climat et aux qualités de sol actuelles.
Et donc, je dis que ce soit pour la touche Poupart ou que ce soit pour les méga-bassines, c'est des équipements qui ne s'adressent qu'à une minorité et qui s'adressent à des gens qui, en général, pratiquent une agriculture qui n'est clairement pas l'agriculture qui est compatible avec la conservation de la qualité de l'eau. De surcroît, les cultures qui sont là irriguées, on l'a démontré à maintes reprises, elles ont beaucoup plus une vocation à soit alimenter des élevages intensifs dans le Grand Ouest de la France, soit à partir vers les silos de la palisse et à ce moment-là être utilisées, mis sur le marché des matières premières et vouées à la spéculation, etc. Et certainement pas au fait d'atteindre des objectifs d'autonomie alimentaire. Je rappelle que sur le bassin de la Sèvre niortaise, Saint-Mexantais plus Niortais, on n'est qu'à 2% d'autonomie alimentaire. On ne se nourrit qu'à 2% de l'agriculture qui est pratiquée sur ces territoires, alors qu'il y a des potentiels agronomiques qui sont dans l'ordre de 90 à 95%. Ça veut dire que grosso modo, et sans changer l'alimentation, c'est à part le café et quelques produits exotiques, et, en fait, on pourrait produire tout le reste localement. Et quand on parle d'alternatives aux méga-bassines, on a toujours dit qu'on n'était pas contre l'irrigation. On pose la question de l'utilité sociale de cette irrigation et au service de quelle société, de quel projet de société c'est à l'œuvre. Si c'est capter l'eau pour faire du business à l'international, c'est niet. Et ce sera toujours normal que des citoyennes et citoyens s'opposent à ces projets-là. Si c'est utiliser l'eau à bon escient pour assurer des objectifs d'autonomie alimentaire, alors là, ça se rediscute très sérieusement. Nous travaillons à la reprise de la carrière de Donia, qui est à 1 km en aval de la touche Poupart, et qui permettra de stocker 4,2 millions de mètres cubes supplémentaires pour l'eau potable. Petit break sur la carrière de Donia, on a encore peu d'informations sur le dossier. C'est un projet qui est sorti du chapeau il y a quelques semaines, un peu en urgence. Il y a eu a priori cette opportunité pour le conseil départemental de se positionner là-dessus. Et ça allait bien avec le fait que Coralie Desnoux et son équipe venaient de déposer un bilan financier hallucinant où ils avançaient 80 millions de bénéfices. C'est fou qu'une collectivité comme celle-ci puisse prétendre avoir fait de tels bénéfices, alors qu'en parallèle de ça, tous les camarades qui bossent dans le social peuvent témoigner des réductions de moyens ignobles qui ont été mises en œuvre, des camarades qui sont du monde de la culture, qui voient les subventions coupées, etc. Et en fait, il s'avère qu'aujourd'hui, le premier plan de Desnoux, c'est de faire une espèce de gros pactole pour financer son plan collège. Et elle imagine faire le même gros pactole pour qu'en fait, potentiellement, les départements soient les structures porteuses de projets de stockage d'eau, que ce soit pour l'eau potable ou pour l'eau agricole. C'est ça qui est en jeu derrière, quoi. Mais en fait, on ne peut pas déconnecter eau potable et eau d'irrigation. Et donc, quand on pénalise l'eau d'irrigation, c'est qu'il nous en faut certainement plus à cette période-là d'eau potable. Donc, la priorité... Pour moi, c'est du Shadok, c'est du... là encore, je ne comprends rien à ce qu'elle veut dire. Plus d'eau d'irrigation que l'eau... Bon, elle n'a pas imprimé que la seule voie envisageable pour l'irrigation, c'est la décroissance. Mais pour tous les usages, en fait. La réalité, c'est que nos rivières, elles vont voir leur débit diminuer de l'ordre de 30 à 50% dans les 30 années qui viennent. Ça signifie que leurs ressources en eau sur lesquelles il y a déjà des tensions fortes, elles vont s'accroître. Et que d'imaginer que des projets de société désirables, vivables, comme elle va le mettre en avant tout à l'heure, seraient les territoires où on est riche en eau. Alors, ce seront les territoires où on partage l'eau correctement, ce seront les territoires où on saura en effet remettre les infrastructures paysagères pour que l'eau s'écoule le plus lentement possible et pénètre le plus possible dans les sols et remplisse les nappes le plus efficacement possible. Elle le voit comme un business, quoi. Quand elle voit une bassine, elle voit une ressource sur laquelle on va pouvoir spéculer. La priorité, c'est l'eau potable. La deuxième, c'est le soutien à l'étiage. Et la troisième, en effet, c'est l'eau économique et l'eau agricole. Ça, je kiffe. Il semblerait que Coralie Desnoux ait quand même écouté 2-3 épisodes de Bassine Montmercy et de BNM TV. En tout cas, elle dit, et là c'est la vérité, c'est ça le vrai usage de l'eau, c'est ça la vraie hiérarchie. Et en effet, elle remet bien l'eau agricole à sa place dans un des domaines de l'eau économique qui arrive en 3e position. Comment on peut être conscient de cette réalité-là et de cette obligation-là, et quand on est responsable politique et garant de l'intérêt général et du respect de la loi, comment on peut soutenir des méga-bassines qui sont l'inverse de la hiérarchisation, de cette hiérarchisation de l'eau.
les méga-bassines, on le dit, on le redit, c'est d'abord on pompe dans les nappes, dès qu'il y a un petit peu de flotte dedans, éventuellement dans la rivière, et on est sûr qu'on pourra irriguer l'année d'après, quel que soit le fait qu'on garantisse tous les autres usages. C'est la règle du mois d'abord. Si on ne fait rien, les territoires comme on connaît dans le sud-est, mais ils vont se désertifier. Si on n'a plus d'agriculture, si on ne permet plus l'accès même à l'eau potable, parce que ce n'est pas de la science-fiction, il faut rappeler quand même qu'il y a 3 ans, dans le sud, il y avait des coupures d'eau potable. Moi, ce n'est pas ce que je veux pour les Deux-Sèvres, bien au contraire. Le territoire qui aura de l'eau sera le territoire riche. C'est intéressant qu'elle utilise ce terme de désertification, parce que justement, ce qu'on voit sur les territoires aujourd'hui qui sont bassinés, c'est complètement ce phénomène de désertification. Par exemple, avec la multiplication des pivots, ces systèmes d'arrosage qui tournent en rond, ça c'est très incompatible avec une haie. Vous n'allez pas mettre une haie en plein milieu de ça. Si les gens veulent se rendre compte du type de paysage que génèrent et pérennisent ou accentuent les méga-bassines, il faut aller faire un tour notamment du côté de la plaine d'Aunis, du côté de la Grève, la Laigne, la Grève sur le Mignon, où on a comme ça des océans de maïs à perte de vue, sans aucune biodiversité, et avec des sols morts. Des sols tellement morts qu'une fois avec Jean-Jacques, on a vu comme ça une machine dans la plaine qui était une espèce de manche-caillou géant qui venait écrabouiller, mettre en sable des moellons de calcaire qui émergeaient du fait qu'il n'y ait plus du tout d'humus sur les sols. Donc complètement, les bassines sont un facteur d'aggravement et un facteur qui va favoriser et aggraver la désertification de nos territoires. Et lutter contre la désertification de nos territoires, c'est ces alternatives qu'on répète, c'est replanter les haies, remettre les vaches à l'herbe, refaire la place aux prairies et au système herbagé, c'est remettre de la matière organique dans les sols, c'est reméandrer les rivières, voilà. Mais la technique, on la connaît, il y a des territoires où c'est plus ou moins mis en œuvre, après c'est des questions de volonté politique. Et à ce sujet-là, j'invite les citoyennes et citoyens qui regardent ce numéro de BNM TV à aller voir sur le site de Bassines Non Merci, où justement il y a tout le travail de projets alternatifs construits et imaginés par les citoyennes qui se battent sur Homme Couture, autour du collectif Bassines Non Merci, Homme Couture, et qui a fait un super document justement qui donne plein de pistes de ce que pourrait être une autre manière de concevoir et de réhabiliter nos bassins versants, avec les mêmes objectifs. De se nourrir du territoire, d'assurer, de faire en sorte que le métier d'agriculteur redevienne un beau métier, qu'on puisse vivre dignement de ce métier-là, sans tout foutre en l'air, sans être obligé de tout foutre en l'air. Voilà, il y a des laboratoires comme ça et on espère pouvoir les mettre en œuvre bientôt. Brièvement, si on parle d'agriculture, on va parler des producteurs locaux. Vous aviez lancé au Salon de l'Agriculture édition 2024 ce fameux produit des Deux-Sèvres. 1 an et demi plus tard, où est-ce qu'on en est? Est-ce que les producteurs, les consommateurs se sont appropriés cette marque? C'est tout récent puisque nous avons sorti le site internet il y a tout juste 15 jours. Entre-temps, nous avons en effet pu accumuler 700 produits marqués Deux-Sèvres. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. On est au début. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que les producteurs et le consommateur, et notamment sur la restauration collective hors domicile, il y a une fierté. Voilà, il y a une fierté de faire travailler les agriculteurs, les producteurs, les transformateurs de Sévriens. C'est ça aussi une société, c'est réussir à se faire travailler et puis à consommer. C'est ça aussi une société, c'est réussir à se faire travailler et consommer. La nature profonde de Coralie est révélée là. En effet, parmi les gens qui sont labellisés, elle a tout un tas de copains et de copines. Il n'y en a pas beaucoup qui sont en bio, qu'il n'y ait pas de tromperie sur la marchandise. Le label conseil départemental n'impose en rien une diminution de quelques pesticides que ce soit. C'est pas de la bio. Pour le coup, Coralie, qui ne va pas manquer de voir, je pense qu'un de ses conseillers va lui dire « Tu devrais quand même voir, sinon merci, ils ont fait un truc et tout ». De voir comment elle se positionne sur ce truc que par exemple, une des AOC les plus célèbres de Poitou-Charentes, du beurre Charentes-Poitou, aujourd'hui impose que les vaches soient nourries à plus de 50% de maïs. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça rime? Je rappelle qu'une vache, ça mange de l'herbe, que l'utilisation du maïs en alimentation animale sur nos territoires, c'est clairement pas quelque chose de traditionnel, c'est clairement pas une pratique culturelle ancestrale. C'est les années 70, 80, 90,
Et aujourd'hui, on peut faire le tour, hein. On ne va pas voir beaucoup de vaches laitières au pré. Et on va avoir beaucoup de grands bâtiments dans lesquels il y a des vaches qui vivent en plein contexte caniculaire et qui sont alimentées de ce maïs en silage. Là, Coralie Desnoux, elle fait ce qu'elle fait de mieux, hein. La VRP de la filière agroalimentaire de Sévrienne et la promotion des produits des copains et des copines. Parce que ce qu'on consommera en Deux-Sèvres, on ne le consommera pas ailleurs, y compris et notamment dans des pays beaucoup plus lointains qui n'ont pas notre conscience environnementale. Et elle est une petite couche de néocolonialisme bien descendant. Et hein, c'est quand même... hein, heureusement que nous, hein, quand même. C'est insupportable. Bon, spécial dédicace, Coralie, hein, tu nous feras savoir ce que tu en penses.